Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la leçon d'histoire sur la guerre froide. Quatrième et dernier épisode puisque c'est aujourd'hui que nous allons finir cette leçon. Alors je fais une petite transition par rapport à... Enfin je me suis remise sur la diapositive où on s'était arrêté. Je vais faire une petite transition, je vous rappelle qu'effectivement on avait parlé de cette course à l'armement des deux côtés, des deux camps, pour à la fois intimider et ruiner l'autre. Et ce qui est paradoxal, c'est que à cette époque, en fait, les deux grands, les Russes, comme les Américains, vont perdre une guerre importante. Alors, du côté américain, du côté ouest, les Américains, en fait, vont perdre la guerre du Vietnam. Alors, encore une fois, c'est une guerre, on est bien dans le cadre d'une guerre froide. Les Russes et les Américains ne vont pas s'affronter directement, encore une fois, ils vont se battre à l'étranger. Donc, en fait, pour résumer, j'aimerais vous en parler plus longtemps, mais effectivement, on n'est pas censé passer autant de temps dessus, voire même, je devrais peut-être même pas vous parler de la guerre du Vietnam, mais ça permet de comprendre effectivement que les deux camps ne cessent de s'affronter en fait dans des pays étrangers, indirectement. Donc cette guerre du Vietnam, en fait, elle a opposé d'une part le Vietnam du Sud, qui était un État indépendant et qui était soutenu par les Américains, et il s'opposait au Vietnam du Nord, qui lui était communiste et soutenu en fait par la Chine et par l'URSS. Cette guerre du Vietnam, elle va être perdue par les Américains. Elle va aboutir à la réunification en fait du Vietnam en un seul et même pays. Et c'est une guerre qui a été très impopulaire aux États-Unis. Il y a énormément de manifestations des Américains pour dire que cette guerre au Vietnam n'était pas justifiée, que les Américains n'avaient rien à faire là-bas. On est aussi dans un contexte où on est en plein mai 68, ça on en reparlera, un moment important. Et donc les Américains, oui, ont beaucoup manifesté pour dire que les Américains n'avaient rien à faire là-bas, que cette guerre ne les concernait pas. Et on est dans un contexte aussi, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, d'assouplissement, enfin quand même des tensions entre l'URSS et les Américains. Donc il y a quand même une volonté de détente, de coexistence pacifique, on l'avait dit, qui se met en place donc petit à petit. Et cette première défaite importante y contribue aussi. Alors du côté russe, c'est pareil, en fait eux ils vont se lancer dans une guerre qui se situe donc en Afghanistan, une guerre d'Afghanistan, qui va durer de 1979 à 1989. Donc je vous ai mis effectivement des photos aussi donc des Moudjahidines qui combattaient dans les montagnes afghanes, des troupes aussi soviétiques qui étaient donc parties soutenir, s'opposer dans cette guerre. Alors les Américains en fait vont soutenir les Moudjahidines d'un côté. D'ailleurs c'est assez marrant de se rappeler que parmi ces Moudjahidines à l'époque il y a un monsieur très connu qu'on appelle Ben Laden qui était déjà dans ces groupes et qui vont être entraînés, armés par les Américains en fait pour soutenir les Moudjahidines contre en fait les troupes soviétiques qui vont intervenir sur place. Alors c'est pareil. Au terme de 10 ans de guerre, encore une fois une sale guerre, comme toutes les guerres d'ailleurs, effectivement les Russes vont perdre cette guerre en Afghanistan. Et pour les deux camps, donc aussi bien américains que russes, ces deux défaites marquent un coup. Voilà. Côté leçon, donc on va pouvoir ajouter que malgré cette course aux armements pendant les années 1970-1980, les deux grandes puissances subissent chacune une défaite majeure. Alors les Américains en Vietnam, les Soviétiques en Afghanistan. D'accord? Donc je vous rappelle, on est toujours dans le 3-1, c'est la suite de ce qu'on avait marqué sur la guerre technologique juste avant, hier. Je vous conseille comme d'hab de faire pause sur la vidéo pour que vous ayez le temps de rajouter ce qui vous manque page de droite. D'accord? Alors, on va voir ensuite, tout simplement, que finalement, cette guerre froide, on voit bien, quelque part, elle est en train de se terminer, mais elle ne va pas se terminer parce que l'un des deux camps va gagner sur l'autre, parce que finalement, ils sont toujours en train de se battre ailleurs, il n'y a pas vraiment de gagnant dans l'histoire, c'est toujours à travers les Vietnamiens, à travers les Coréens, à travers les Cubains, en fait, qui s'affrontent, donc il n'y a pas vraiment de gagnant, et il ne peut pas y avoir réellement de gagnant. Finalement, en fait, la guerre froide, elle va se finir tout simplement parce que y a un des deux camps qui va s'effondrer. Et du coup, comme il n'y a plus d'ennemis en face,
bah, il n'y a plus de guerre froide. Et le camp qui va s'effondrer, je pense que vous l'avez deviné, c'est le bloc soviétique qui va se fragiliser de plus en plus, et en fait il va exploser de l'intérieur. Donc on va voir en fait quelles sont les différentes étapes qui vont conduire à son effondrement en 1991. Alors, d'abord il y a une première chose, c'est que il va y avoir une instabilité politique qui va se mettre en place en Russie, parce qu'effectivement il y a différents dirigeants qui vont succéder, donc je vais essayer de vous le récapituler rapidement. Le but, c'est pas de retenir leur nom. Alors Khrouchtchev, évidemment, il va falloir retenir son nom parce que c'est un personnage clé de la guerre froide, mais les autres, pas forcément. D'accord? Alors Khrouchtchev, donc en 1964, est remplacé par Brejnev. Alors Brejnev, lui, il va rester au pouvoir de 1964 à 1982, mais il va mourir, et donc, assez rapidement, c'en est un autre qui lui succède, qui s'appelle Andropov. Alors lui, il va tenir 2 ans, en fait, et il va être rapidement, en fait, renversé ensuite et remplacé par Tcherlenko, qui lui ne va même pas tenir 1 an au pouvoir. Et c'est dans ce contexte, en fait, d'instabilité politique, parce qu'on voit bien que là, il y a autour des années 80, on voit que ça se fragilise, que les hommes qui prennent la tête de la Russie, en fait, sont régulièrement éjectés et remplacés par d'autres. À Tcherlenko, donc, va succéder Gorbatchev. Et là, c'est un personnage important. Donc, Gorbatchev, c'est lui, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu, parce qu'il a une tache de vin sur le front. Hein, il y a plein de caricatures, justement, où on la représente. Donc, s'il y a 2 personnages dont vous devez vous souvenir, c'est Khrouchtchev, dont on a beaucoup parlé, et aussi Gorbatchev. Alors, Gorbatchev, il va marquer un tournant, parce que jusqu'à présent, tous ces dirigeants étaient relativement vieux, et Gorbatchev, on pourrait dire que c'est un peu l'homme jeune qui va prendre la tête de la Russie. Alors, il a 54 ans à l'époque. Alors, vous allez me dire, évidemment, 54 ans, c'est pas jeune. Mais pour un homme politique, avoir 54 ans en Russie, c'est jeune. Et même aujourd'hui, dans le monde politique actuel, être président 54 ans, ça reste jeune. Alors, Gorbatchev, lui, il va essayer de reconstruire le pays parce qu'effectivement, on voit bien que cette course à l'armement et la conquête de l'espace va petit à petit ruiner l'économie russe, et donc il a envie de passer à autre chose. Il veut redresser absolument l'économie russe, et donc la seule façon de redresser l'économie russe, c'est d'arrêter en fait cette véritable course aux armements, et donc de parvenir à signer un accord disant évidemment que des 2 côtés, les Américains arrêtent de produire des armes, et les Russes aussi. Et c'est ce qui va se passer, puisque Gorbatchev arrive en fait avec Reagan, hein, le nouveau président Gorbatchev que vous avez à gauche ici, et le président américain Reagan, Ronald Reagan, à droite, le 8 décembre donc, 1987 à la Maison Blanche, hein, donc il se rend donc en plus en territoire américain. Ils arrivent à signer un accord de désarmement mutuel. Ça veut dire qu'en fait, ils s'engagent chacun en signant donc, cet accord à ne plus fabriquer de missiles, et puis à se débarrasser des stocks colossaux d'armes qu'ils avaient constitués chacun de leur côté, pour ne plus se battre. Donc l'idée, c'est de redresser économiquement la Russie. Alors bon, je pourrais vous rajouter comme information, ça ne fait pas vraiment partie du cours, mais que beaucoup de ces armes ont été revendues à des pays pauvres. Hein, et à l'origine, les armes devaient être détruites, hein, les stocks d'armes, mais bon, ça représente quand même des grosses sommes d'argent, et comme c'est effectivement toujours intéressant de revendre des armes, il faut savoir que ces 2 pays n'ont pas détruit leur stock, mais qu'ils ont revendu en fait ces armes à d'autres pays pour d'autres conflits. D'ailleurs, les Américains sont un premier producteur d'armes au monde, hein, c'est pas pour rien, ce qui est souvent d'ailleurs critiqué. Donc finalement, Gorbatchev, il incarne vraiment un tournant en fait dans la politique russe. Et effectivement, le problème, c'est que ce tournant, il va peut-être pas le suivre assez rapidement. Et entre-temps, on va le voir que petit à petit, en fait, l'URSS va s'effondrer sur elle-même. Alors, pour le comprendre, je vous ai choisi, pour changer un petit peu, des caricatures d'un dessinateur très connu qui s'appelle Plantu. Et on va étudier en fait ces caricatures pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'URSS pendant ces années 80. Alors, avant ça, on va quand même rajouter cet accord parce qu'il est important. Donc on reprend page de droite. Cette fois-ci, on change de partie, hein, on met petit b, donc on saute une ligne, petit b, les différentes étapes de l'effondrement du bloc russe. En 1985, donc un nouveau dirigeant, Mikhail Gorbatchev, arrive au pouvoir à Moscou, alors que le pays donc est en ruine économiquement.
Il propose donc de réformer totalement en fait, le système communiste, et il signe avec les Américains un accord de désarmement en 1987. Bon, je vous conseille comme toujours de faire pause pour avoir le temps de noter la leçon. Donc, on va parler justement et étudier ces différentes caricatures. Alors, je vous en propose une première, première étape, décrit le dessin. Donc si on regarde, je vais essayer de le décrire avec vous parce que vous n'êtes pas avec moi, je ne doute pas que vous auriez levé le doigt. Donc en fait, on se retrouve dans un pays du RSS, probablement même la Russie. On est dans un champ en pleine campagne, la ferme, le champ et puis le tracteur. Et on a donc Mikhail Gorbatchev donc, qui dirige la Russie, qui se trouve à gauche. On reconnaît d'ailleurs, comme je vous disais, parce qu'il y a une petite tache de vin sur le front. Et on a une paysanne russe qui est en train de faire sa récolte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en très peu de mots, en fait, Planture va montrer la situation. Gorbatchev dit une pomme, point d'interrogation, et la paysanne russe répond non, c'est pas une pomme, c'est une récolte, c'est la récolte de l'année. Donc que représente la pomme? La pomme représente la récolte de l'année, comme je vous le disais. Et qu'est-ce que nous apprend en fait ce dessin de la situation économique russe? C'est que c'est catastrophique. On voit bien effectivement la situation de l'agriculture en URSS est apocalyptique. Parce qu'on a tellement investi finalement de l'argent dans les armes, dans cette course à l'espace technologique, que on oubliait de mettre de l'argent pour moderniser effectivement le secteur agricole, comme le secteur industriel d'ailleurs. Et donc, quel risque menace désormais l'URSS? Le risque, c'est que les Russes, effectivement, de cette guerre froide, ils n'en peuvent plus. Parce que finalement, c'est bien beau la guerre froide, mais depuis 1949, elle dure, donc ça fait des dizaines d'années que cette guerre froide dure, et finalement, elle n'a contribué qu'à une chose, c'est un appauvrissement en fait, des Russes, à l'absence de liberté, un régime autoritaire, donc effectivement, et puis ils n'arrivent même pas en fait à manger réellement à leur faim. Donc c'est catastrophique, donc il va y avoir finalement un ras-le-bol qui va monter des différents pays de l'URSS, pour que la situation s'améliore. Et le problème, c'est que Gorbatchev ne va peut-être pas avoir le temps, enfin, je vous donne la réponse, il ne va pas avoir le temps, en fait, de mettre en œuvre la politique qu'il voulait développer pour vraiment, en fait, redresser économiquement le pays. Il va se faire complètement dépasser. Deuxième étape, et là c'est très important, effectivement, je vous avais dit, la guerre froide a commencé avec la crise de Berlin, et elle va en grande partie se terminer avec la crise de Berlin. Alors, je vous propose en fait de regarder cette vidéo où je vais peut-être vous expliquer un petit peu au départ ce qui va se passer. En fait, quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir, peu de temps après, il prend une décision qui est quand même historique, parce qu'il décide en fait de faire retirer les troupes soviétiques en Allemagne. Donc, vous imaginez, ça fait des dizaines d'années que les troupes soviétiques n'hésitent pas à tirer donc en RDA sur ceux qui tentent de s'échapper. Donc, quelque part, c'est un grand pas en avant qui est franchi avec le retrait des troupes soviétiques. C'est un signe en fait de souplesse, d'ouverture de la part de Gorbatchev. Et du coup, vous imaginez bien, les Allemands de l'Est sont extrêmement encouragés par ce pas en avant, cette ouverture. Et donc, ils n'hésitent plus à manifester plus ouvertement leur hostilité face au gouvernement de la RDA. En 1989, certains Allemands donc, profitent d'ailleurs de la destruction du rideau de fer en Hongrie, qui est communiste. Il y avait le rideau de fer, vous vous souvenez de la carte entre la Hongrie par exemple qui est communiste et l'Autriche. La Hongrie parvient en fait, il n'y a plus de rideau de fer entre ces deux pays. Et donc, il y a un tas d'Allemands de l'Est en fait qui vont utiliser ce subterfuge. Ils vont passer par la Tchécoslovaquie en fait, pour ensuite passer en Hongrie et pouvoir s'échapper. Alors quelque part, ça serait passé il y a 20 ans, avant cette date, c'est clair que ça aurait été impossible. Mais comme les troupes soviétiques se sont retirées, effectivement, des manifestations sont à nouveau possibles, sans être réprimées de manière violente. En tout cas, elles vont être très très contrôlées, mais elles sont davantage possibles qu'avant. Et puis en fait, on a plein d'Allemands de l'Est qui utilisent ce subterfuge en fait aussi pour s'échapper à cette époque-là en passant par la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Alors, les années passent, effectivement, les années passent, on est en 89, donc les jours passent, les semaines passent plutôt, pour être plus juste, et la contestation ne va pas cesser en fait d'augmenter à Berlin-Est.
Et début novembre, en fait, le secrétaire général du parti en Allemagne de l'Est, donc c'est le plus haut dirigeant en fait en Allemagne de l'Est, en RDA, va devoir démissionner sous la pression en fait de ce qui se passe. En fait, ce dirigeant ne correspondait pas en fait aux idées de Gorbatchev, donc Gorbatchev s'en débarrasse et le remplace. Et son successeur, en fait, il va autoriser le franchissement du mur. Et alors là, effectivement, il y a un temps d'hésitation, vous imaginez bien, hein, vu le nombre de morts qu'il y a eu. Il y a un temps d'hésitation en fait dans la population des Allemands de l'Est en se disant mais est-ce que voilà, est-ce qu'on peut vraiment franchir le mur? Est-ce qu'on peut commencer à le détruire? Donc voilà. Et puis finalement, en fait, les choses se passent sans que vraiment ça se soit dit. Et finalement, les Allemands de l'Est vont commencer à abattre des parties du mur pour passer en fait de l'autre côté. Et en fait, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, ça va être une véritable ruée des Allemands de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest. Alors je vous montre cet extrait vidéo en fait qui a été filmé à l'époque au moment où ça s'est passé. Donc c'est pour ça que ça vous paraîtra un peu vieillot comme journal télévisé. Mais ça permet bien de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est quand même un moment historique, puisque toutes les caméras du monde entier, vous imaginez, étaient en train de filmer ce qui se passait. On ne savait pas si, quelque part, les soldats de l'Allemagne de l'Est n'allaient pas tirer sur ceux qui tenteraient de passer. Alors, on la regarde ensemble. Madame, monsieur, bonsoir. Ce samedi, encore impossible d'échapper à l'événement le plus fantastique en Europe depuis la dernière guerre. Berlin, désormais ville ouverte. Des lendemains de fête et de fièvre qui ne déchantent pas, qu'aux les crânes se sont téléphonés. Le mur de la honte définitivement transformé en passoire. Et puis ce week-end, le dernier chic allait faire son petit tour à l'ouest. Tout Berlin-Est s'est rué en face, près de 3 millions de visas de pure forme. Et pendant ce temps-là, l'histoire qui continue de s'écrire devant les caméras de télé et l'Occident qui retient son souffle, quid de demain? Les questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec le général Koppel pour les nouvelles donnes militaires Est-Ouest, et puis bien sûr aussi avec nos envoyés spéciaux à Bonn, Berlin-Est et à Berlin-Ouest, où vous vous trouvez, Jean-Marie Lefebvre. Marie-France, bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, à Berlin, l'atmosphère est un peu moins folle que la nuit dernière. Une atmosphère toujours aussi joyeuse, mais plus réservée. Les gens viennent ici, au pied du mur, pour se promener. Et la ville est littéralement envahie par les Allemands de l'Est qui, dans leur vieille trabane, viennent découvrir pour la première fois depuis 28 ans les joies de l'Ouest. Mais revenons tout de suite sur l'événement historique, la transformation, la nuit dernière à 21h à l'Est, d'un des points de passage du mur en poste frontière, le reportage de Daniel Wolfram et Ahmed Sel. Des coups de pioche d'une portée historique. Il est 9h30. Après le Schloemberg, l'un des quartiers les plus contestataires, c'est ici que les autorités ont choisi de casser le mur. C'est un moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des milliers de Berlinois de l'Est assistent au spectacle. L'impensable se réalise devant leurs yeux. Le mur est matériellement détruit. C'est superbe, on ne pouvait pas rater ça. C'est vraiment une bonne chose. Je crois qu'il aurait fallu le faire plus tôt. Nous faisons un nouveau passage à travers le mur. On fait 2 ouvertures, comme ça les gens pourront passer, puis revenir. Les gardes frontières et les ouvriers font les choses très vite, comme ici. D'autres points de passage seront aménagés dans le mur dans les prochains jours. Il est 9h40, depuis 10 minutes le bulldozer travaille. On aperçoit déjà le No Man's Land entre les deux murs avec les Vopos. Vu de haut, le spectacle est extraordinaire. Le mur est détruit à l'est. À l'ouest, ce sont les estrades utilisées pour regarder en face, devenues désormais inutiles. Elles sont démantelées. Au milieu de la foule de l'ouest, la liesse est totale. Entre les deux murs, un immense no man's land. En bas, des fleurs sont offertes aux ouvriers qui, en retour, donnent des pierres du mur aux Berlinois. Une nouvelle nuit extraordinaire à Berlin, où l'histoire contemporaine de l'Europe s'écrit en direct.
moins de 10 heures, la brèche de cette nuit est donc devenue passage, tout simplement. Il est 7 heures du matin exactement à l'endroit où a été donné hier soir le premier coup de pioche historique contre le mur. C'est un véritable poste frontière qu'on est en train d'installer ici, là où des Berlinois pourront passer par milliers dans quelques heures vers l'ouest. Et il faut, comme dans n'importe quel poste frontière, aménager les lieux. Des bâtiments préfabriqués font l'affaire. Les gardes frontières se transforment en maçons. Il est maintenant 9 heures. C'est la ruée. Les gens savent qu'ils vont attendre ici des heures, mais ils vont pouvoir enfin réaliser leurs rêves, visiter l'Ouest, un autre monde. Voilà, donc je trouvais ça important de vous montrer effectivement ces vidéos, cette vidéo en direct finalement du moment où ça s'est passé. Vous imaginez bien que ça a été un moment de liesse, un moment de fête, mais historique pour les Allemands de l'Est, puisqu'ils ont pu découvrir et retrouver pour certains leur famille, leurs parents, quand ils n'étaient pas morts entre-temps, malheureusement, leurs amoureux et leurs amoureuses aussi, avec lesquels ils ont pu être séparés pendant des années. Voilà, donc c'est vraiment un moment, comme le dit le journaliste, historique depuis presque la Seconde Guerre mondiale, en tout cas ça a été retenu comme tel. Et donc le mur va s'effondrer. Et ce mur, en fait, c'est tout un symbole, parce qu'à partir du moment où le mur de Berlin s'écroule, en fait, on voit bien que c'est quelque part le symbole de la fin de la guerre froide, parce que si on réfléchit, en fait, qu'est-ce qu'ont perdu les communistes? Ce qu'ont perdu les communistes, c'est leur autorité. En fait, les communistes, les soldats communistes soviétiques ne font plus peur, en fait, aux Berlinois et ne font plus peur au peuple d'Europe de l'Est. C'est ce qu'on va voir. Donc, côté leçon, on rajoute, on va marquer effectivement chaque fois avec un petit point les différentes étapes qui conduisent à l'effondrement du bloc de l'Est. Ici, on peut donc rajouter, mais il ne peut pas, j'ai fait une faute, il ne peut pas empêcher la perte totale. Alors, je vais corriger en même temps, bon, logiquement, je ne devrais pas faire ça, mais on va essayer de le faire. Il ne peut pas, ça sera quand même mieux que de ne pas avoir la faute d'orthographe en direct. Il ne peut plus, même, ça serait mieux. Voilà, il ne peut, décidément, j'y arrive pas. Je vais vous remettre ça en vidéo, ça va être très bien. Hop, paf, poum. Donc je relis, voilà, ça va être plus clair. Mais il ne peut plus empêcher, décidément, je fais beaucoup de fautes. Bon, alors je rescape. Ça sera une vidéo moins parfaite que les autres. Il ne peut plus. Voilà, on va y arriver. Madame Venant est un peu fatiguée, c'est normal. Force de tourner des vidéos tout le temps. Donc voilà, on y est, tout est bien dans le meilleur des mondes, donc je vous relis tranquillement. Donc 3B, c'est la suite, mais il ne peut plus, voilà, donc je parle de Gorbatchev, empêcher la perte totale d'autorité de l'URSS sur l'Europe de l'Est. Le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin marque la fin du communisme en Europe de l'Est et la réunification de l'Allemagne, dont Berlin redevient en fait la capitale. Donc retour à la case départ, l'Allemagne redevient un seul et même pays, il n'y a plus de RDA et il n'y a plus de RFA. D'accord? Donc je vous laisse le temps d'écrire, surtout avec mes petites manips vidéo. Voilà, on va continuer donc à comprendre et à suivre les étapes suivantes. Alors, deuxième petite caricature que je vous propose. Donc, on se retrouve en fait en Russie, si on décrit le dessin. Ici, vous vous souvenez, le drapeau communiste, un petit rappel, la faucille et le marteau, symbole du paysan et de l'ouvrier soviétique, sur un fond rouge. Ici, vous avez en fait le Kremlin qui a représenté, donc c'est là où sont les dirigeants soviétiques, et Gorbatchev. Et puis on a Gorbatchev ici, regardez encore une fois avec sa petite tache de vin, qui se retrouve en fait devant un McDonald's qui vient d'ouvrir. Effectivement, c'est en janvier 1990 qu'il y a eu la première ouverture d'un McDonald's à Moscou. Vous imaginez bien le choc, puisque aucun produit américain, aucune entreprise américaine n'était autorisée évidemment à s'installer en Russie. Et ce qui est assez marrant, donc c'est le jeu de mots qu'il y a en fait dans la petite bulle. Je mangerais bien un Mac Coco, mais je ne sais pas encore à quelle sauce. Alors un Mac Coco, parce que coco ça veut dire en fait un Mac communiste.
On appelait les communistes des cocos. Et je ne sais pas encore à quelle sauce, c'est que finalement, en fait, c'est pas lui qui va manger un Big Mac et qui ne sait pas à quelle sauce il va la manger, il faut prendre la phrase à l'envers finalement, c'est-à-dire il ne sait pas à quelle sauce les communistes vont être mangés, c'est-à-dire comment on va finir finalement cette histoire de guerre froide. Donc c'est un jeu de mots effectivement par rapport à ça. Alors il faut savoir aussi qu'à l'époque, faut que vous pensiez, il y a des jeunes qui avaient entre 15 ans et 40 ans, on va dire, qui, depuis qu'ils sont nés, en fait, à cette époque-là, n'ont jamais connu que la guerre froide. Depuis 1949, on est en 90, ils sont nés, cette génération des 15-40 ans, et ils n'ont rien connu d'autre, c'est-à-dire que cette opposition, en fait, entre les Américains et les communistes, les Russes. Et en fait, à cette époque-là, tous les jeunes aspirent en fait à trouver des produits américains. D'ailleurs, il y avait un marché noir énorme de produits américains. On essayait en fait d'acheter au black des jeans américains, des cassettes de musique américaine. Bref, en fait, les jeunes Russes n'aspiraient qu'à une chose, c'est effectivement à découvrir l'Amérique, qui pour eux était un symbole de liberté, un symbole de richesse, bref. Ça représentait quelque part une sorte d'Eldorado. Donc les jeunes Russes de cette génération-là étaient épuisés en fait de cette guerre froide, aspiraient à autre chose. Ils ne croyaient plus vraiment dans le communisme. Et donc quelque part, on voit bien que la Russie, l'URSS, n'arrive plus à lutter contre l'invasion en fait de la culture américaine, musicale, les vêtements, la nourriture américaine finalement en URSS. Et puis au niveau politique, les choses vont bouger aussi, parce que je vous rappelle que l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes, c'est la Russie plus plusieurs pays d'Europe de l'Est. Et donc en fait, ces pays qui sont des pays satellites, qui sont des pays qui sont rattachés à l'URSS depuis les années 20, ils vont demander quelque chose d'assez légitime en fait, c'est que ils veulent retrouver tout simplement leur indépendance. On peut prendre cette pancarte-là, par exemple, Arménie libre. Chaque pays va demander, qui appartient à l'URSS, va vouloir retrouver son indépendance. Ils n'ont plus envie d'être dirigés par Moscou, par les Russes, et donc ils veulent retrouver leur indépendance. Donc il y a finalement, en fait, pendant l'hiver 1990, une agitation générale qui se développe un petit peu partout en Russie, et puis plus ça va aller, plus la contestation va être importante. Et puis petit mot d'humour, Gorbatchev regarde à la fenêtre et puis effectivement en plus de tout ça, et en plus il dit il neige, donc effectivement c'est l'hiver, donc rien ne va plus quoi. Quatrième étape effectivement, et c'est par là que ça va passer, j'aime beaucoup cette petite caricature parce qu'effectivement c'est tout un symbole qui pourrait d'ailleurs être toujours un symbole aujourd'hui. On voit une petite Lituanienne donc habillée dans un vêtement traditionnel de la Lituanie. Et puis elle porte sous le bras en fait une urne, et on a un soldat russe à côté soviétique avec l'étoile qui lui hurle dessus, on a dit pas d'armes à feu. Alors évidemment la petite Lituanienne ne porte pas d'armes à feu, donc c'est effectivement un jeu de mots entre une loi qu'avait pris en fait Gorbatchev, un décret où il invitait les citoyens lituaniens à rendre leurs armes à feu. En réalité, leur arme à feu, c'est que les Lituaniens, en fait, même si les Russes ne leur donnent pas l'accord, vont décider en fait d'organiser un vote, donc d'organiser des élections libres pour voter s'ils veulent ou pas devenir indépendants, c'est-à-dire ne plus faire partie de l'URSS. Et ça, en théorie, c'est pas possible, puisque effectivement, Gorbatchev ne l'autorise pas, parce que depuis le début, il n'est pas question qu'ils soient indépendants, et puis il n'est pas question d'organiser des élections libres, les élections sont encadrées, ça ne peut être que les communistes qui les remportent. Donc effectivement, ça c'est intelligent, je trouve, de la part du caricaturiste. C'est effectivement l'arme à feu, c'est le pouvoir de voter, c'est le pouvoir de décider ce que l'on veut devenir, de décider qui va nous diriger et comment on veut qu'il nous dirige. Donc le vote reste effectivement très important. Et alors on arrive à l'étape suivante, je finis sur cette dernière petite caricature, où effectivement le Parlement lituanien en fait proclame au terme de ce vote son indépendance. Donc Gorbatchev va affirmer que
le fait que la Lituanie a fait sécession, c'est-à-dire déclaré son indépendance, ça affecte les intérêts vitaux de l'État soviétique, de l'URSS, mais quelque part, il ne peut rien faire. Et on voit bien d'ailleurs sur la caricature, en fait, notre petite Lituanienne de tout à l'heure, qui a sorti son petit pinceau et qui est en train de tracer en fait la frontière entre la Russie et Moscou, enfin entre la Russie, pardon, Moscou, et la Lituanie. Et quelque part, on voit bien que on a donc on a le char soviétique qui représente quelque part la force brute et autoritaire des soviétiques, et puis les bras croisés parce que finalement le pauvre il peut rien faire, elle finit même par lui écrire sur son tank et sur lui-même, et puis elle n'est pas du tout inquiète. Donc finalement en fait cette caricature montre ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les communistes ne font plus peur. Quelque part les gens ont passé un stade, ils aspirent à autre chose, et donc ils prennent effectivement, ils sentent bien qu'il y a un assouplissement depuis quelques années un peu dans la guerre froide, et donc ils saisissent l'opportunité d'aller plus loin, et puis d'aller jusqu'à effectivement organiser des élections et devenir indépendant. Et la Lituanie va être le premier pays qui va faire sécession avec l'URSS, qui va devenir indépendant, et vous doutez bien que il y a plein d'autres pays derrière de l'Europe de l'Est qui appartenaient à l'URSS, qui vont faire exactement pareil. Et c'est ainsi finalement qu'en 1991, l'URSS va littéralement s'écrouler. Donc c'est ce qu'on va écrire pour finir dans ce 3B. Donc en 1991, dernière étape, l'URSS finit par éclater de l'intérieur et s'effondrer, à cause déjà de la crise économique qui s'aggrave. Donc les Russes, on l'a vu, sont mécontents. On a sacrifié finalement tout cet argent pour une guerre froide qui n'a mené nulle part. On a aussi vu avec la petite caricature avec le McDo que les Russes ne peuvent plus résister à l'invasion de la culture américaine, parce que l'Europe de l'Est et les Russes de manière générale, les soviétiques, aspirent à autre chose. Et l'Amérique représente, comme je vous l'ai dit, un symbole de modernité et de liberté. La contestation ne va pas cesser d'être de plus en plus forte à l'intérieur des différents pays de l'URSS. Le premier pays qui va proclamer au défi d'ailleurs et à la face des soviétiques, c'est la Lituanie, et puis un certain nombre d'autres pays derrière. Et donc finalement, le gouvernement soviétique est incapable de se réformer et d'empêcher la dislocation totale de l'URSS, du pays. Et c'est ainsi que l'URSS va redevenir la Russie que vous connaissez aujourd'hui. On arrive donc à la fin de cette leçon. Avant ça, je vous reconseille, je reviens en arrière, mais pour que vous puissiez faire pause sur le 3B et noter. Et on va pouvoir conclure une chose, c'est que finalement, les États-Unis sortent victorieux de ces guerres, qui a duré quand même 42 ans. Ils sont alors qualifiés de superpuissance. Pourquoi? Parce que au sortir de la guerre, on va dire, il y avait deux superpuissances après 1945, c'est les Russes et les Américains. Et à la fin de la guerre froide, comme le bloc russe s'effondre, il n'y a plus qu'une seule superpuissance. Et les Américains, du coup, vont apparaître un peu, on va le voir notamment dans une autre leçon qui s'appellera la géopolitique mondiale. On parlera de ce qui se passe et comment les pays, en fait, quels sont les liens entre les pays dans les années 90. On s'aperçoit qu'effectivement les Américains vont se prendre pour des cow-boys et vont estimer qu'ils sont au-dessus de tous les autres pays et qu'ils peuvent intervenir par exemple où ils veulent, quand ils veulent. Alors, je vais vous prendre un exemple qui fera une transition avec une autre leçon. Si on prend la guerre du Golfe contre l'Irak avec Saddam Hussein, au Moyen-Orient, en fait, les Américains vont intervenir pour renverser Saddam Hussein en Irak et prendre finalement le contrôle, en fait, pas du pays directement, mais indirectement. Pourquoi? Parce que c'est une des principales zones pétrolières du monde et c'est bien pour ça qu'ils vont aller s'impliquer dans la guerre en Irak. Donc, le mot à retenir lors de cette conclusion, c'est ça. C'est que finalement, on a abouti à un monde qui était dominé par deux superpuissances des années 1949 à 1991, et on arrive à une autre étape où là, il n'y a plus qu'une seule superpuissance qui ne peut être contestée par plus aucun autre pays. Et ça va poser évidemment un certain nombre de problèmes. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette leçon. Je m'excuse pour le petit bidouillage de vidéo tout à l'heure parce qu'il y avait une faute dans la trace écrite. J'ai beau relire, effectivement, il y a toujours des petites choses que j'oublie et j'allais pas me réenregistrer pendant une demi-heure.
Vous le comprenez bien parce que vous n'êtes pas les seuls dont je m'occupe à produire des vidéos. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon week-end. Essayez de bien tenir vos leçons, de coller où je vous dis, donc page de droite, d'essayer de coller les fiches où je vous le demande. Je sais que c'est beaucoup de travail, que c'est pas évident de travailler seul. Mais il faut qu'on essaye de garder le rythme parce que, effectivement, même si on ne sait pas, probablement que les dates du brevet seront décalées, hein, vu que tout le monde ne peut pas forcément avoir une bonne connexion pour Internet ou un ordinateur pour travailler, etc. Mais voilà, en tout cas, nous, on est censé se préparer à cette épreuve et ça me paraît hyper important que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour réussir, car je suis convaincue que vous avez toutes les chances d'avoir une très bonne note au brevet en histoire-géographie. Allez, bon week-end à tout le monde et reposez-vous bien pour la semaine prochaine.